Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce dernier carrefour d'informations sur RTI 1 en titre de ce journal. Des prières et des bénédictions ont été faites ce dimanche à la grande mosquée de la Riviera Golf à Abidjan. Des prières pour le repos de l'âme de l'ex-ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation lors de la cérémonie de 40e jour de son rappel à Allah. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a aussi prié pour le repos de l'âme d'Augustin Sidi Diallo. Le ministre de l'Hydraulique a lancé les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de 5 villages de la sous-préfecture de Songon. Le projet dont les travaux vont durer 6 mois est entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire. Il permettra de résorber le déficit en eau potable de la localité. Au moins 43 civils ont été tués samedi par des membres présumés de Boko Haram dans un village du nord-est du Nigeria, selon un bilan des Nations Unies. L'attaque qui s'est produite dans une rizière située à moins de 10 km de Maïdougouri est l'une des plus meurtrières dans cette région, en proie à une sanglante insurrection djihadiste. Voilà pour les titres. Merci de suivre RTI 1. Il s'est tenu ce dimanche la cérémonie de 7e jour marquant le décès du président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo. Ce dimanche marquait également le 40e jour du rappel à Allah de l'ex-ministre de la décentralisation et de l'administration du territoire, Sidiki Diakité. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a pris part à ces deux cérémonies de prière et de bénédiction en faveur des défunts. Le compte-rendu de Mahama Traoré. En sa qualité de ministre de l'Intérieur, puis ministre de la décentralisation et de l'administration du territoire, Sidiki Diakité prenait régulièrement part aux cérémonies officielles organisées à la grande mosquée de la Riviera Golf. Pourtant, celle de ce dimanche 29 novembre lui était dédiée. C'est ici que sa famille biologique a convié les membres du gouvernement, ses amis, collègues et proches pour la célébration du 40e jour de son décès. Lecture intégrale du Saint-Coran, dons à la famille et offrandes ont marqué ce énième moment d'intercession en faveur de l'ex-préfet d'Abidjan. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est venu renouveler le réconfort et la compassion du chef de l'État à la famille éplorée, à ses côtés des présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement. La famille me charge de présenter notre remerciement au président de la République, M. Alassane Ouattara, chef de l'État, qui a honoré la famille depuis la nomination de Sidiki Diakité jusqu'à son rappel à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Premier ministre s'est également rendu à la résidence du président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, disparu le 21 novembre dernier. Cette fois pour assister à la commémoration du 7e jour du rappel à Dieu d'Augustin Sidi Diallo, un autre moment de recueillement nourri par des prières et des bénédictions en faveur du défunt. Il y a des anges qui interrogent le défunt pendant 3 jours, souvent 7 jours, souvent 40 jours. Donc on ne sait pas la personne qui est décédée. Cette personne-là, son interrogation se limite à combien de jours. Donc, souvent aussi, on décide, on fait des prières jusqu'au 40e jour. C'est uniquement pour le repos de l'âme du défunt. À ses proches et amis, Sidi Diallo laisse de bons souvenirs. Je retiens de lui l'homme humble et qui aimait tous les Ivoiriens, sans distinction d'ethnie, de religion et de parti surtout. Ce que je reconnais, c'est que c'était un homme de devoir. Et c'était un homme simple, parce qu'on pense que, est-ce qu'il savait que ça allait arriver, je ne sais pas, mais il a demandé pardon à tout le monde. Le plus beau hommage qu'on peut lui faire, c'est continuer le travail. Bien sûr, je suis que de passage, mais dans mon passage, dans mon œuvre que je vais faire ici en Côte d'Ivoire, essayer de l'honorer du mieux possible et continuer son travail le plus longtemps possible. Donc c'est un frère, c'est un homme qui est bon, c'est tout ce que je peux dire de lui. C'est un homme qui est bon, comme sa famille, et c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire, c'est une grosse perte pour la famille, c'est une grosse perte pour le milieu sportif. En 9 ans de présidence de la FIF, Augustin Sidi Diallo a glané 2 sacres majeurs, la Coupe d'Afrique des Nations des cadets en 2013 et celle des seniors en 2015.
Autre chose à présent, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a lancé jeudi dernier les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de plusieurs villages de la sous-préfecture de Songon. Le projet, financé entièrement par l'État de Côte d'Ivoire, va contribuer à améliorer considérablement les conditions de vie des populations de cette localité. Michel Mambo. À 1h du matin, l'eau vient. On ferme la porte et puis on remplit. À 2h, moi et ma voisine, et on rentre. Des fois, quand on sort la nuit, ça ne vient pas. Des fois aussi, l'eau vient, ça fait une semaine, ça ne vient pas. Des fois 2 jours, des fois 3 jours. Donc, on gagne occasion, 1h du matin, bien minuit, on va remplir tous nos trucs. Maintenant, le lendemain matin, ça se coupe. Bientôt fini. Les nuits blanches pour cette habitante de Kosiouin dans la sous-préfecture de Songon. Plus que 6 mois d'attente et son robinet sera approvisionné. Les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable viennent d'être lancés par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. L'opération qui va engloutir 1,6 milliard de francs CFA va contribuer à améliorer le quotidien des populations de Kosiouin, mais également de 4 autres villages de Songon Nord. Les villages de Songon Sud ne seront pas oubliés. En zone urbaine, il n'existe même pas de marigots. À l'intérieur du pays, quand il n'y a pas de l'eau, il y a les marigots, il y a les puits. Le président nous a instruit de pouvoir, comme on le fait dans les autres localités, de prendre les dispositions pour que ces problèmes-là soient adressés. Nous avons voulu faire d'une pierre deux coups en faisant Kosiouin, c'est disons Songon Nord et Songon Sud. Avec ces 2 projets, nous résorbons le déficit jusqu'en 2032. La nouvelle est bonne. Et il n'a été possible que grâce au climat de paix qui prévaut dans la localité. Aux côtés donc du ministre Laurent Tchagba, un autre fils de la région, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mombé, qui insiste, lui, sur la nécessité de maintenir ce climat. La paix est la denrée qui alimente le développement. La politique telle que réalisée par le président Alassane Ouattara, c'est pour apporter le développement aux populations. Est-ce que vous imaginez les grandes potentialités dont regorge la Côte d'Ivoire? Nous-mêmes qui sommes ivoiriens, nous ne voyons pas. Les autres investisseurs qui viennent et qui ont contact avec les réalités de la Côte d'Ivoire nous disent « Vous avez un grand et beau pays ». Est-ce que nous pouvons finalement en prendre conscience? L'eau pour tous, bientôt une réalité dans tous les villages de la sous-préfecture de Songon. Et sur la route de l'eau, également, plusieurs infrastructures sont en chantier dans la localité. Et la population de se réjouir. Du fait de la Covid-19, les chantiers du projet d'aménagement de la baie de Cocody ont connu un moment d'interruption, mettant notamment à l'arrêt les travaux du pont à Auban qui va relier le plateau à la commune de Cocody. Pour les employés restés longtemps inactifs, l'heure est à la reprise, une reprise dans le respect strict des mesures barrières pour mieux lutter contre la pandémie, mais aussi contre le VIH-Sida. Et pour joindre l'acte à la parole, une campagne de sensibilisation a été organisée sur le site vendredi dernier. C'est un reportage de Serge Coléa. Les travailleurs du pont de Cocody retrouvent le sourire. Après 6 mois de chômage, du fait de la pandémie du coronavirus, les activités reprennent de plus belle. Face à la réalité de la Covid-19, ouvriers, spécialistes et responsables du chantier sont soumis à des mesures strictes. Avant d'accéder au chantier, on vous fait passer un test de Covid. Et après le résultat, si vous ne faites pas la maladie, vous reprenez le boulot. Vous êtes logé, vous n'avez pas droit à sortir du chantier. 3 mois, vous travaillez et c'est après 3 mois que vous pouvez sortir. Pour aller un temps soit peu voir la famille et quand vous revenez, vous refaites le test de Covid-19 et vous passez en quarantaine. Après le résultat, vous commencez le boulot. Après une longue période d'inactivité, il est question de rattraper le retard. Depuis 2 mois, les ouvriers sont à la tâche. Pour le pont de Cocody, on est actuellement autour de 20% d'exécution. On peut dire surtout est dû principalement à la survenue de la pandémie, de la Covid, qui a vraiment impacté nos travaux. Et actuellement, les mesures sont prises
pour qu'on puisse résorber ce retard. On a aussi l'aménagement du carrefour de l'Indénié. Là-bas, on a autour de 35% d'exécution. Et on a aussi un petit retard, mais c'est plus facile à résorber qu'au niveau du pont de Cocody. Au terme du projet, on aura une baie qui va être transformée, parce qu'on va faire des restaurants, on va faire des hôtels, on va faire des résidences, pour que les gens puissent vivre normalement dans cette baie-là, comme cela se passe ailleurs. La Covid-19, tout comme le VIH-Sida, peuvent avoir un impact négatif sur le rendement du personnel. C'est pourquoi les responsables du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébrié prennent en compte dans la gestion des hommes un volet sensibilisation, axé sur ces deux pandémies. Il est important de sensibiliser le personnel à la fois chinois et à la fois local sur les risques liés à ces deux pandémies et donc principalement de protéger les ouvriers et de bien les sensibiliser aux mesures de protection. Tests de dépistage au VIH-Sida, conseils pratiques et utiles ont meublé cette rencontre. Et puisqu'on parle de la maladie à coronavirus, on fait le point de la situation à la date de ce 29 novembre dans quelques instants. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour 49 nouveaux cas de Covid-19 sur 1518 échantillons prélevés, soit 3,2% de cas positifs, 35 guéris et 0 décès. À la date du 29 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 310 cas confirmés, dont 20 947 personnes guéries, 131 décès et 232 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 217 462. Le magazine du dimanche de RTI 1 recevait aujourd'hui le responsable de la formation et de la recherche du CNTS, entendez par là le Centre national de transfusion sanguine. Avec Herman Guivé et Yassongui Mamadou Sekongo est largement revenu sur la situation du don du sang en Côte d'Ivoire. Je vous propose un extrait de son passage. Les demandes en poche de sang sont constamment en hausse en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de pathologies aujourd'hui pour lesquelles la transfusion sanguine est nécessaire. La situation du don de sang en Côte d'Ivoire est superposable à la situation du don de sang dans l'ensemble des pays de la planète. Selon les statistiques de l'OMS, pour qu'un pays soit autosuffisant en produits sanguins, il faudrait que la population, il y ait ces statistiques, c'est 10 poches de sang pour 1000 habitants, soit 1% de la population. En Côte d'Ivoire, nous sommes 26 millions d'habitants. Quand vous rapportez les 1%, ça vous fait 260 000 produits sanguins. La Côte d'Ivoire, le Centre national de transfusion sanguine, prélève aujourd'hui que 159 000 poches. Vous voyez que nous sommes à peine à 65%. Nous avons un gap de 35% encore à combler pour être autosuffisant en produits sanguins. Déjà, le Centre national de transfusion sanguine dispose de 27 structures à travers le pays. Nous avons déjà des sites fixes qui reçoivent au quotidien des donneurs qui viennent donner ce liquide précieux. L'arrêté 196, en son article 2, fait obligation à tous les hôpitaux de disposer à leur sein d'un dépôt de sang. Si un médecin remet un bon de sang à un parent du malade, poliment, il explique au parent du malade, attention monsieur, on nous a dit qu'il existe une disposition légale qui dit que vous avez obligation de contacter le dépôt de l'hôpital et c'est le dépôt de l'hôpital qui doit vous faire parvenir le sang. Ce n'est même pas le parent du malade qui transporte la poche. Parce que le test n'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé, le test est clair et c'est précisé, sauf cas de force majeure, situation d'urgence. Sur un tout autre plan, la population de Sakassou ont été sensibilisées sur les notions de paix et de réconciliation. L'initiative est du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. L'émissaire du gouvernement a engagé les différentes couches sociales du département à la cohésion sociale, au vivre ensemble pour le développement de la région. Le reportage de Yeneba Ouattara. Ce geste pour sceller définitivement la paix et la réconciliation à Sakassou, localité située à une quarantaine de kilomètres de Bouaké. C'est dans le cadre de la rencontre de sensibilisation qu'a initié le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, avec les différentes couches sociales de la localité. Au cœur de ces échanges, la promotion des valeurs de paix et de cohésion sociale. L'émissaire du gouvernement avait à ses côtés pour l'occasion les cadres de la région et le corps préfectoral. Sidi Touré a exhorté les populations au vivre ensemble
pour le développement de Sakassou. Nous sommes venus avec le corps préfectoral et monsieur le préfet du département échanger avec les populations, les entendre, mais surtout les sensibiliser sur la nécessité du vivre ensemble. Et ce message portait sur l'essence de ce qui constitue même les interactions intercommunautaires ici à Sakassou. Un engagement a été pris pour préserver ce vivre ensemble qui a toujours caractérisé Sakassou, de sorte à ce que, bien sûr, pour les prochaines décennies, nous ne voyons pas la réédition de telles flambées de violence. Une rencontre enrichissante pour les populations des 172 villages du Walebo, qui s'engage à être des vecteurs de paix en vue d'un environnement apaisé. La jeunesse est notre avenir, c'est l'avenir du pays. Ceux qui suivent les politiciens sont ceux-là qui dorment. Donc il est temps pour eux de se réveiller. On va continuer à la suite du ministre, sensibiliser les jeunes, les autres chefs de village, et je pense qu'à la longue, le message va porter. J'ai foi à la paix, plus qu'à la violence. Le département de Sakassou a enregistré lors des violences de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier 89 blessés et des dégâts matériels. On continue à parler du vivre ensemble. Le 19 octobre dernier, la localité de Bédiala, dans le département de Daloa, a enregistré des violences préélectorales. Mais le pire a pu être évité grâce à la promptitude des autorités administratives, politiques et coutumières. En déplacement dans la localité, le ministre Mamadou Touré, et fils de la région, est allé apporter la compassion du gouvernement et du chef de l'État aux blessés. Il a par la suite exhorté les populations de Bédiala à la paix et à l'union pour le développement de leur région. Michel Mambo. Mamadou Touré aux côtés des populations de Bédiala dans le département de Daloa. Le calme est revenu dans la localité. Bédiala avait enregistré des violences préélectorales en octobre dernier. Des violences ayant occasionné plusieurs blessés et des dégâts matériels considérables. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, fils de la région, est sur place donc pour exprimer aux victimes la compassion du gouvernement et du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Vous savez, on est dans une zone qui est cosmopolite. On aurait pu avoir une crise sans précédent. Heureusement que, donc, de l'initiative des autorités au niveau préfectoral, des chefs traditionnels, des élus et même des jeunes, ces incidents ont été circonscrits et il n'y a pas eu donc, de dégâts majeurs. Mais il fallait quand même apporter ce message de paix et de consolidation de la cohésion sociale ici à Bédiala. Une rencontre donc pour aplanir les sentiers et parler développement. De grands chantiers sont annoncés. Et je suis venu aussi pour les rassurer, pour leur dire que le président va continuer. Ce qui a été fait en 10 ans va se poursuivre. D'ailleurs, nous avons une maternité de près de 80 millions qui est en cours de construction. Une école de 3 classes à 45 millions qui est en cours de construction, un château d'eau qui sera bientôt construit, donc des financements pour des jeunes. Plus de 300 jeunes vont bénéficier de financements et de programmes divers, notamment les TIMO, pour leur dire que la dynamique donc, du président de la République en faveur des populations va se poursuivre ici à Bédiala. En attendant la réalisation de ces projets, visite guidée sur 2 chantiers dans le cadre de la réalisation de projets à impact rapide sur les populations, notamment une maternité à Befla et 3 salles de classe à Coinsra-Ruta. La fin des travaux est prévue pour fin décembre prochain, au grand bonheur des populations. On s'intéresse maintenant au dossier de la rédaction de RTI 1. La région de la Maraoué abrite le 3e parc national de Côte d'Ivoire en termes d'importance derrière les parcs nationaux de Taï et de la Comoé. Cette aire située dans la localité de Boisflé se veut spéciale et se trouve à cheval entre une zone forestière et une zone savanicole. Aujourd'hui, du fait de son infiltration, le parc national de la Maraoué a perdu 70% de sa superficie. L'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, s'est donc engagé à récupérer sa partie encore occupée à travers des actions de sensibilisation. Pour autant, la structure reste dans une logique de chasse aux infiltrés. Un dossier de la rédaction de RTI 1 signé Eugène Atoubé. Le parc national de la Maraoué vu du ciel, ô merveille, un vaste espace verdoyant qui invite à sa découverte. Riche de sa faune et de sa flore, mais souffrant dans le silence. En cause, l'infiltration des hommes et leurs actions dévastatrices. Braconniers, planteurs de café, de cacao et vendeurs de parcelles qui ont fini par coloniser une grande partie de sa superficie. En 1950, nos parents sont là-bas. Ils sont allés voir le président au Faux-Boyen.
C'est là qu'il a envoyé le ministre Vincent P. Lecru. Le 6 décembre 1988, il est venu délimiter, mais le TEC, mais le panneau, mais le pont. Nous aussi, on n'a même pas dépassé ça. Maintenant, le OIP dit, nous, actuellement, nous, les Garango, on est dans le parc. On est venu et on a payé la terre avec les gourous de l'Upafla depuis les années 1951. Depuis en 1958, les parents étaient là. On fait le café cacao. Côté Bonon que nous avons pris là, nous pouvons atteindre au moins 10 000 planteurs qui sont dans le parc. Le parc national de la Maraoué est une zone de transition qui couvre une superficie de 101 000 hectares. Une zone à cheval sur la savane et la forêt. En 1968, cette partie du couvert végétal de la région de la Maraoué est classée aire protégée par l'État de Côte d'Ivoire et aujourd'hui patrimoine de l'UNESCO. Les populations vivant ou menant leurs activités à l'intérieur du parc ont été sommées d'en sortir. Les planteurs notamment qui y cultivent le café et le cacao et à l'origine de la création de gros campements dans lesquels on peut trouver tout ce que propose la ville en termes de biens et de services. Le temps passe. Le parc de la Maraoué connaît des phases successives de recolonisation qui atteignent leur pic à la faveur de la crise post-électorale. Le parc national de la Maraoué, c'était l'un des parcs les mieux conservés en Côte d'Ivoire et qui recevait d'énormes visiteurs avant l'avènement de la crise post-électorale. Aujourd'hui, le parc a une phase de restauration. Campement de Yobekro, à une dizaine de kilomètres de la ville de Bonon. Les populations reçoivent la visite du commandant du parc, accompagné d'éléments en mission de patrouille. Ici, comme dans tous les campements et villages riverains dont les populations mènent des activités champêtres dans les limites du parc, on plaide pour que l'Office des parcs et réserves OIPR retarde sa décision de déguerpissement. Le souhait des populations est que les zones agroforestières mises en valeur avant 1968, donc antérieures à la date de création du parc national de la Maraoué, leur soient rétrocédées. Ces zones représentent 10% du parc, soit 10 100 hectares. Le décret de création du parc définit les limites qui n'ont jamais été modifiées jusqu'à présent. Ce sont les populations infiltrées et puis les populations riveraines qui plantent des tecs et se disent que la limite se trouve au niveau des tecs. Les limites n'ont jamais été modifiées jusqu'à présent. Sur le terrain, l'OIPR multiplie les opérations de sensibilisation assorties de patrouilles quotidiennes. Si les agents mettent du cœur à l'ouvrage, il n'y a que les moyens d'action dont ils disposent sont tellement faibles que les prédateurs du parc, impétueux et dangereux à souhait, n'arrêtent pas de les narguer. Nous avons aperçu une piste qui était empruntée par des braconniers. Je me suis retrouvé nez à nez avec lui. Aussitôt, il a ouvert le feu. J'ai reçu 14 plombs au niveau de l'épaule droite et au niveau de la rétine, 3 plombs. J'ai fait plus de 3 mois au CHU de Trècheville où il y a eu une opération. Quoique exposés aux dangers permanents et travaillant dans des conditions difficiles, les défenseurs du parc national de la Maraoué ont réussi à réduire de 30% le taux d'occupation de cette aire protégée. Les opérations de déguerpissement ont été menées dans la zone forestière où l'on trouve de grandes plantations de café, de cacao et de VA. Ce qu'ils disent tous, nous ne savons pas où aller. Et c'est ici que nous pouvons entreprendre quelque chose pour nourrir nos différentes familles. Et ce qui n'est pas juste. Ils savent qu'ils doivent partir. Avec la planification de nos activités, au plus tard le 31 décembre 2020, il ne devait plus avoir de campement à l'intérieur du parc. La production du cacao au niveau du parc national de la Maraoué ne représente pas grand-chose dans la production nationale. Nous demandons aussi aux autorités politiques de nous aider à sensibiliser ces populations. Il y a encore des campements qui font de la résistance, malgré les approches pédagogiques des responsables de l'OIPR en charge du parc de la Maraoué. L'enjeu, c'est d'amener les populations de ces campements murés dans l'illusion d'un déclassement d'une partie de cette aire protégée à en sortir sans heurts. Avec les propriétaires terriens et la mairie de Bonon, nous avons identifié des sites pour accueillir ces populations-là qui vont sortir, pour qu'elles puissent bénéficier des infrastructures
de l'État, notamment l'école, des centres de santé, parce que là où ils sont, ce sont des éléments qui n'existent pas. 70% du parc national de la Maraoué encore infiltré. Alors, face aux alarmes de ce parc, l'Office ivoirien des parcs et réserves poursuit son programme de réhabilitation et œuvre surtout pour que plus d'une seule fève de cacao ne sorte de nos aires protégées, au nom de l'engagement de la Côte d'Ivoire à produire un cacao de qualité et à la traçabilité irréprochable. Voilà, c'était pour vous le dossier de la rédaction de RTI 1 sur le parc national de la Maraoué, signé Eugène Atoubé. Un mot de religion à présent. Ce dimanche, une messe d'action de grâce a été organisée à l'église Saint-Esprit de Grand-Bassam pour l'élévation à l'ordre épiscopal de l'évêque Jacques Assonvo Aïwa. Une messe à laquelle a pris part le président du conseil régional du Sud Comoé, Eugène Akaawele. Le reportage de Astou Touré. Les chrétiens catholiques sont venus de différentes paroisses pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour l'élévation à l'ordre épiscopal de l'évêque Jacques Assonvo Aïwa. Monseigneur Jacques Assonvo Aïwa a été nommé évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bouaké le 5 mai 2020 par le pape François. Un honneur pour le diocèse de Grand-Bassam dont il est issu. Dieu a choisi l'un de nos prêtres pour devenir évêque. En Côte d'Ivoire, il y a 15 diocèses, il y a 15 évêques. Et donc c'est une grâce particulière. Monseigneur Jacques, après son ordination épiscopale à Bouaké, est venu avec tout le peuple de Dieu du diocèse de Grand-Bassam. Et d'ailleurs, pour dire merci à Dieu pour ce don particulier qu'il a fait à son Église en cette marche jubilaire. Ce jour coïncide avec la célébration du Christ roi de l'univers. C'est un déploiement total, un don de soi qui va jusqu'à l'extrême. Donc la date a été choisie, elle est très significative. C'est pour louer Dieu, mais c'est pour aussi dire à Monseigneur Jacques et à tous ceux qui sont au service de Dieu que nous devons suivre Jésus. Jésus qui marche vers la croix, Jésus qui donne sa vie pour le Christ. L'ordination épiscopale de Monseigneur Jacques Assonvo Aïwa a été faite le 3 octobre 2020 à Bouaké. Obéissant ainsi à l'ordre papal, il entend poursuivre sa mission, à savoir rassembler, guider, prendre soin et aimer le peuple de Dieu avec un cœur de père. C'est la joie qui nous anime tous. Nous célébrons le Christ, le roi de l'univers. C'est lui le maître de tout, c'est lui le créateur, c'est à lui que son Dieu a confié tout. Et nous sommes au service de ce Christ. Et à la fin de l'année liturgique, nous lui dédions une grande fête parce qu'il a été institué comme le roi de l'univers. Et à l'occasion de cette fête, le diocèse de Grand-Bassam a bien voulu m'accueillir pour me saluer, puis pour rendre grâce à Dieu pour ma nomination comme évêque auxiliaire de Bouaké. La messe d'action de grâce a eu lieu en présence du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia. Le président du conseil régional du Sud Comoé, Eugène Akaawele, a pris part à ces festivités religieuses. Le plus important, c'est que chacun sait que c'est dans cette région que le christianisme est rentré. Voyez-vous, donc il y a bien longtemps. Malheureusement, à ce jour, nous n'avons eu qu'un seul prêtre, qui est Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam. Monseigneur Jacques Aïwa est vraiment le premier évêque sorti de la région, du département qui a accueilli le christianisme. Plus de 5000 personnes ont pris part à cette messe d'action de grâce. Rappelons que Grand-Bassam a été la porte d'entrée de l'évangile en Côte d'Ivoire depuis 1895. Dans l'actualité hors de chez nous, le bilan est lourd. Au moins 43 ouvriers agricoles ont été tués par Boko Haram au Nigeria. L'attaque s'est produite dans une rizière située à moins de 10 km de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, épicentre de l'insurrection islamiste le jour des élections locales. Il s'agit de loin l'attaque la plus importante perpétrée contre des civils depuis le début de cette année 2020. Le bilan est encore très fluctuant car ce sont en fait 3 villages proches de Maïdougouri qui ont été attaqués hier samedi. Et sans transition aucune, comme chaque semaine, la rédaction de RTI 1 fait le tour du monde de l'actualité en 7 infos. La sélection de cette semaine est réalisée par Éric Goré. Le nouveau président péruvien par intérim Francisco Sagasti
a nommé un nouveau chef à la tête de la police nationale. Ce changement est survenu après la violente répression des manifestations ces dernières semaines. Des actes condamnés par plusieurs organismes internationaux de défense des droits de l'homme. L'ancien président du Niger, Mamadou Tandja, qui avait dirigé le pays de 1999 à 2010, date de son renversement par un putsch, est décédé ce mardi 24 novembre à l'âge de 82 ans. Un deuil de 3 jours a été observé sur toute l'étendue du territoire du Niger. Mamadou Tandja avait été ministre à plusieurs reprises avant d'être élu président en 1999. En Éthiopie, l'ultimatum du Premier ministre Abiy Ahmed est arrivé à terme ce mercredi. La communauté internationale tente d'encourager le dialogue, mais le Premier ministre éthiopien a rappelé qu'un élément fondamental de l'ordre international était le principe de non-gérance dans les affaires internes des États souverains. En clair, une fin de non-recevoir à toutes les démarches en faveur du dialogue. Au Burkina Faso, le président sortant Christian Kaboré a été réélu dès le premier tour avec 57,87% des suffrages, selon des résultats préliminaires communiqués ce jeudi par la commission électorale. Edi Komboego, candidat du parti de l'ex-président Blaise Compaoré, arrive deuxième avec 15,48% des voix, devant Zéphirin Diabré, 12,46%, considéré comme le chef de l'opposition jusqu'à là. Ce vendredi, le Fonds souverain russe a annoncé avoir conclu un accord avec un groupe pharmaceutique indien pour la production de plus de 100 millions de doses annuelles du vaccin russe contre le coronavirus. La production devra commencer en début de l'année prochaine, selon un communiqué. Des essais cliniques du vaccin en phase 2 et 3 sont en cours en Inde. Le président iranien Hassan Rouhani a accusé Israël de vouloir semer le chaos après l'assassinat d'un éminent scientifique, Hassan Rouhani. Il s'est engagé à ce que ce décès ne perturbe pas les progrès scientifiques de son pays. Selon lui, cet assassinat est dû à la faiblesse et à l'incapacité des ennemis de Téhéran d'empêcher le développement de son pays. C'est ce dimanche à 7h locale et 10h GMT que les Brésiliens se sont rendus aux urnes pour choisir leur maire. Une élection qui a lieu en pleine menace de la Covid-19. Cette élection se déroule dans un cadre strict de protocole contre le coronavirus qui a fait plus de 170 000 morts en 8 mois. Et voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Retrouvez Régis Kofi demain à 6h30 pour une autre tranche d'informations sur RTI 1. Bonsoir.